Donc l'idée derrière l'étude de la réaction chimique par échange de protons et le contrôle de la qualité par dosage, donc surtout revoir comment pouvoir déterminer le pH d'une solution aqueuse. Donc pour mesurer le pH, on va voir qu'il y a plusieurs solutions. Donc il y a soit on mesure le pH via le pH mètre. Donc, le pH mètre, c'est un outil comme le voltmètre, l'ampèremètre, qui va permettre de mesurer le pH d'une solution aqueuse. Il y a également par les indicateurs des papiers pH, donc des indicateurs colorés qui nous permettent d'avoir une idée si la solution est acide ou basique. Et une fois qu'on a déterminé la solution si elle est acide ou basique, on va pouvoir savoir si je veux faire un dosage ou un titrage acide ou basique. Donc j'ai ce titrage, là-dessus on va mettre une concentration de l'espèce chimique dans une solution. Par exemple, on met dans l'acide dans le péché et dans la burette, je veux commencer à ajouter petit à petit une base. Donc, en faisant la mesure du pH qui est présent dans le péché, on va remarquer qu'il va y avoir de plus en plus de bases. Donc, le pH va commencer à augmenter, donc passer de 2, 4, 5, 6, 7, on va passer par l'état neutre, puis ensuite augmenter pour devenir basique. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est un petit peu les réactions d'oxydoréduction qu'on avait vues un petit peu l'année dernière, savoir quand est-ce qu'on va avoir une oxydation ou une réduction, et puis également passer vers la notion de dosage par titrage direct, savoir toutes les relations qui concernent le lien entre la concentration et le nombre de moles. Donc, à savoir que N est égal à C fois V. Pour débuter un petit peu, il faut savoir que le pH, de son mot, hein, c'est le potentiel d'hydrogène. Donc, c'est une grandeur courante qu'on utilise et qu'on le voit dans la vie de tous les jours. Hein. Le pH d'un savon, d'un shampoing, d'un produit d'entretien. Pareil pour le vinaigre. On sait bien qu'il y a un pH acide. Hein. On va voir aussi dans le jus de tomate, hein, l'eau, la salive, tout ça, ce sont des pH neutres. Et puis, on a également, donc, comme j'ai dit, l'eau de javel, la soude. Ces produits-là sont plus des solutions basiques, hein, telles que le NaOH, hein, les produits qu'on utilise, les produits de lessive, les produits de vaisselle aussi. Donc, pour ça, en fait, généralement, le pH, on le représente sous forme de cet axe-là vertical. Donc, toujours lorsqu'on est proche de 0, entre 0 et 7, c'est un pH qui est acide. Plus que je m'approche de 0, plus que l'acide devient de plus en plus fort. Donc, pH, un acide fort, il est proche de 0. Donc, c'est 1, 2, par exemple, là, ce sont des acides très forts. Par contre, pour la base, plus que je m'approche de 14, j'aurai une solution basique forte. Donc, ça, c'est ce qui concerne les couples acido-basiques et ceux que je rencontre dans la vie de tous les jours. Donc, il faut qu'on sache aussi que dans les laboratoires, on utilise aussi les pH des solutions aqueuses. On utilise généralement le H3O+, et l'OH-, qui sont des solutions pour un acide très fort qui est caractérisé par la présence de H3O+, et une base forte, elle est caractérisée par la présence de OH-. Donc, comme j'ai dit, le pH, on peut le représenter soit sous forme d'un axe vertical, ou là, ici, on l'a présenté sous forme d'un axe horizontal. Donc, pH inférieur à 7, donc il y a un petit faute ici, c'est inférieur à 7, c'est un milieu acide, et pH supérieur à 7, c'est un milieu basique. Donc, le pH est égal à 7 est un milieu neutre, mais cela, c'est juste dans le cas d'une température de 25 degrés Celsius. Dans le cas d'une température supérieure à 25 degrés Celsius, on va voir que le pH ne sera plus égal à 7 en milieu neutre. À savoir que pour mesurer le pH est égal à moins log concentration de H3O+. Donc, j'ai la concentration de H3O+. En faisant le pH, pour obtenir le pH, il suffit de faire la logarithme. Donc, moins log de H3O+, j'aurai le pH. Le pH, il n'a pas d'unité. Par contre, comme on avait vu là, la concentration de H3O+, c'est en mol par litre moins 20. Donc, pour comprendre un petit peu le notion de logarithme,
faire un petit rappel mathématique. Donc, log de A fois B, c'est log de A plus log de B. C'est comme si j'avais log de 20. Log de 20, c'est log de 2 fois 10. 2 fois 10, donc c'est log de 2 plus log de 10. Log de A sur B, c'est log de A moins log de B. C'est comme log de 2 sur 20. Donc ça fait log de 2 moins log de 20. Log de 2 à la puissance 4, c'est 4 log de 2. Log de A à la puissance n, c'est 1 log de A. Et log de 10 exposant x, c'est x. Pourquoi? Car tout simplement, log de 10 est égal à 1. À savoir que log de 1 est égal à 0. Donc ce sont des valeurs remarquables. Donc après, si j'ai le pH, je peux remonter à la concentration de H3O+. On a dit que le pH, c'est moins log de H3O+. Pour éliminer le logarithme, je fais 10 exposants. Donc la fonction réciproque de logarithme, c'est 10 exposants. Donc si je veux déterminer la concentration de H3O+, c'est 10 exposants moins pH. Et cela vient de la relation qu'on avait expliquée tout à l'heure, que pH est égal à moins log de H3O+. Donc, le pH, généralement, on peut le mesurer par plusieurs façons, comme on l'a dit. Il y avait l'utilisation d'un indicateur coloré. Donc, l'indicateur coloré, c'est lorsqu'on a un papier pH, par exemple. Pareil, il va changer de couleur. Mais l'indicateur coloré, c'est une substance qui va changer en fonction de la valeur du pH. Donc, elle va changer de couleur. Par exemple, on a ici le bleu de bromothymol qui devient jaune dans les pH entre 6 et 7,6. Si ça, c'est pH inférieur à cette valeur-là. Et si pH est supérieur à 7,6, ben, il devient bleu. Donc, une fois qu'il est inférieur à 6, c'est-à-dire la couleur va être jaune. Donc, si la couleur est jaune, j'en déduis que le pH est inférieur à 6. Si j'ai là une couleur bleue, ben, j'en déduis que le pH est supérieur à 7,6 et du coup que la solution est basique. Pareil, donc on a l'hélianthine qui est rouge et jaune, et phénolphorestine. Donc après, il y aura pas mal d'autres indicateurs colorés. Et puis, nous avons également, comme j'ai dit, le pH, donc le papier pH. Donc, le papier pH, on a un papier qui sera imbibé dans un mélange, puis séché. Et quand on dépose une goutte de solution sur le papier pH, on va voir que ce papier va prendre une certaine couleur. Et à chaque couleur, on va déterminer la valeur du pH. Donc, il sera en fait, le papier pH est peu précis, mais il est facile à mettre en œuvre. Et il permet directement d'avoir une grandeur de l'ordre du pH. Pourquoi? Donc, en fait, il suffit juste de mettre la goutte, et selon le couleur que je veux obtenir, j'en déduis une approximation de la valeur du pH. Il est peu précis car je ne peux pas avoir si c'est 7,2, 7,4, 7,5, 7,6. On a une précision de l'ordre de 0,5, car les couleurs sont indiquées en face de 0,5. Et du coup, il n'y a pas la même précision de ce qu'on va apprendre tout à l'heure. Là, le pH mètre. Donc, le pH mètre, comme j'ai dit, c'est comme le voltmètre, comme l'ampermètre. Donc, il y a une sonde. Donc, la sonde, elle est reliée à un voltmètre électronique qui va nous donner la valeur du pH. Donc, on va avoir le bécher. Donc, on va mettre notre électrode de verre avec une référence. Et ces deux électrodes-là, il va y avoir une différence de tension entre les deux. Cette différence de tension, elle va être remontée au voltmètre qui, lui, il a déjà un tableau dedans que pour des tensions égales à, par exemple, 0,5, attribuer le pH est égal à 2. Pour des tensions égales à 2, attribuer le pH. Et c'est ce qui concerne pour pouvoir établir une précision sur la valeur via les mesures réalisées par un pH mètre. On va faire de l'étalonnage. Et généralement, l'étalonnage qu'on fait par le pH mètre, on utilise des solutions qu'on appelle des solutions tampons. Donc, ce sont des solutions qui ont un pH fixe et connu. Donc, tu prends une solution acide dont le pH est connu. Donc, tu sais que le pH de cette solution, c'est 4. Et tu fais ton calibrage, ton étalonnage. Tu mets ton pH mètre et tu regardes est-ce qu'il me donne 4 précisément, oui ou non. S'il ne me donne pas 4, je le calibre et je lui dis pour cette solution, il doit être 4. Et comme ça, il sait la tension attribuée à 4. Puis, je viens le calibrer, donc étalonner avec une solution basique. Donc,
je connais la solution basique du NaOH ou bien une solution bien connue, bien pH de l'ordre de 11 par exemple. Et je viens mesurer via le potentiel, donc le pH mètre. Est-ce qu'il me donne 11? Et s'il me donne 11, ben, je le calibre pour qu'il me donne 11. Et comme ça, j'ai une précision. Donc là, pour le moment, j'ai une précision sur les acides, donc sur les basses tensions et sur les bases sur la haute tension. Et bien là, il me faut aussi une valeur au niveau des valeurs neutres. Ben, je lui donne un verre d'eau, je mets la mesure et j'essaye de vérifier si c'est ça. Ça revient exactement comme si on a une balance à la maison et ben, tu remarques, bon non, la balance indique que ma masse est de 100 kg. Ben, c'est pas vrai. Moi, ma masse, elle est de l'ordre de 70. Et pour étalonner et calibrer la balance, ben, dans ce cas-là, je prends le poids d'un appareil que j'ai acheté, qui est bien mesuré. Par exemple, je prends une bouteille d'eau. Ben, tiens, une bouteille d'eau, c'était écrit là-dessus 1,5 litres, donc 1,5 kg pour l'eau. Quand la masse volume de l'eau, c'est 1. Et ben, je mesure, est-ce qu'elle me donne 1,5 ou elle me donne 4 ou 6? Ben, s'il me donne 4 ou 6, ben, je redescends la valeur au niveau de la balance à 1,5 pour déterminer une valeur précise. Et là, j'ai déterminé une précision, par contre, à basse masse. Et il faut déterminer des valeurs élevées de masse. Donc, je dois prendre quelque chose de plus lourd. Par exemple, je ne sais pas, on peut prendre un gros galon et je mets dedans 10 litres d'eau ou 20 litres d'eau. Je le mets sur la balance et je mesure est-ce que j'ai 20 kg. Et comme ça, j'ai une précision sur des autres mesures. Donc, c'est le même principe. L'étalonnage de n'importe quel appareil de mesure. Donc, toujours, ils doivent être étalonnés et calibrés pour une valeur précise. Donc, ce qui est intéressant par rapport au pH mètre, c'est que je peux avoir une précision et je peux avoir des valeurs de 7,5, 7,6, 7,8, ce qui n'était pas le cas précédemment dans le pH mètre, le papier pH ou l'indicateur pH. Donc après, on a des incertitudes de mesure, toujours pour n'importe quel appareil. Soit on fait delta pH sur pH pour mesurer l'incertitude des mesures via le pH. Donc le delta pH, c'est ce qu'on appelle l'incertitude de mesure. Donc là, c'est 0,05. Je mesure ça par rapport à la valeur et j'obtiens mon incertitude de mesure. Donc, toujours, pour déterminer l'incertitude de mesure relative, je fais le delta pH sur la valeur de la concentration. Donc, on va parler ensuite de produits ioniques de l'eau, où généralement on fait apparaître l'oxonium, donc l'oxonium qui est H3O+, et l'hydroxyde qui est l'OH-. Et donc, ça revient à avoir la réaction de la décomposition de l'eau par de l'exonium et l'hydroxyde. Là, j'ai deux H2O qui se décomposent en H3O+, plus OH-. Cette réaction-là, on l'appelle l'autoprotolyse de l'eau. Donc, l'autoprotolyse de l'eau, elle est caractérisée par la constante qui est le produit des concentrations de H3O+, par OH-. C'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau, et c'est KE. Donc, K, ça revient à la constante de concentration, et E, c'est ça revient à appeler l'eau, donc c'est KO. Pour ça, on met KE. En anglais, généralement, c'est K of water, donc KW. Donc là, on a le produit ionique, donc KE, qui est égal à le produit de la concentration de H3O+, par la concentration de OH. Donc, une fois que j'ai le KE qui est généralement de la valeur de 10-14 à la température environ 25 degrés Celsius, comme je sais qu'à la température ambiante, dans une solution neutre, la quantité de l'oxonium, elle est égale à la concentration à la quantité de l'hydroxyde. Donc pour cette raison, en fait, la concentration de l'oxonium sera égale à la concentration de OH- et sera égale à 10 à la puissance moins 14 à la puissance 1,5, donc de 6 fois la puissance 10 à la puissance moins 5. Il faut savoir que le KE ne dépend pas de la température. Donc PKE, c'est moins log de KE. Donc moins log de KE, c'est 14. Par contre, le KE
augmente avec la température. Donc, c'est 5,5, 10, moins 14. Donc, à 5 degrés Celsius, comme j'ai dit là, il va baisser ton KE. Donc, par contre, à des températures plus élevées, donc on va voir que notre pH sera inférieur à 7, le pH neutre. Et du coup, là, par exemple, le pKe, si on veut terminer à 50 degrés Celsius, là, il est de l'ordre de 13,3. Et ton pH neutre, normalement, c'est pKe sur 2. Donc, pKe sur 2, ce qui revient à dire que mon pH, c'est de l'ordre de 6,68 à peu près. Ok, très bien. Donc, sur les échelles de pH, en fait, si on a la concentration, donc on va faire une comparaison entre la concentration de l'oxonium et la concentration de l'hydroxyde dans une solution aqueuse. Donc, il faut savoir que les concentrations molaires, on peut les calculer à partir du pH. Comme on avait dit tout à l'heure, que la concentration de H3O+, si j'ai le pH, je peux dire directement la concentration de H3O+, c'est 10 exposants moins pH. Et comme j'ai un lien entre H3O+, et OH-, que le produit de H3O+, par OH- est égal à AKE, qui est égal à 10-14 dans une solution à la température ambiante. Donc la concentration de HO-, je peux l'en déduire, c'est KE sur la concentration de H3O+. Donc là, c'est 10-14, par exemple, sur 10 exposants moins pH. Donc là, on va travailler dans le cas d'une solution neutre, puis dans une solution acide, et puis dans une solution basique. Et on va montrer que le pH est supérieur à 1,5 de pKe pour une solution basique, que le pH est inférieur à 1,5 de pKe pour une solution acide, et que le pH est égal à pKe sur 2 pour une solution neutre. Donc, si on part sur l'idée que la concentration de H3O+, est égale à la concentration de H-, donc KE est égal à la multiplication de concentration de H3O+ par OH-, et comme ils sont égaux, donc c'est H3O+ au carré. Si je veux remonter à pH, donc je dois faire un log de H3O+. Donc je fais de deux côtés moins un log. Donc je fais log, puis ensuite je passe par la multiplication de moins pour arriver à la fin à moins log de H3O+, qui contient l'information sur le pH. Donc lorsque je fais moins log de KE, je fais moins log de H3O+, au carré. Log de A au carré, c'est 2 log de A. Pour ça, le 2, il descend. Donc on aura moins 2 log de H3O+, avec moins log de KE. Donc moins log de KE, c'est mon pKe. Moins log de H3O+, c'est mon pH. Moins log de Valentin, c'est P Valentin. Moins log de X, c'est Px. Donc toujours, il faut faire attention à ça. Donc moins log de KE, c'est mon pKe, qui est égal du coup à 2 fois le pH, car moins log de H3+, c'est pH. Et j'en déduis à partir de ça que le pH est égal à 1,5 pKe. Le pKe, généralement, à la température ambiante, c'est de 14. Donc le pH neutre à la température ambiante, c'est 14 sur 2, ça fait 7. Maintenant, comment on va montrer que si le milieu est acide, donc le milieu est acide, il a une caractéristique très importante, que c'est la concentration de H3O+, qui domine. Donc la concentration de H3O+, est supérieure à celle de OH-. Je fais la même démarche que tout à l'heure, donc je multiplie de deux côtés de mon inéquation par H3O+, afin d'avoir KE de l'autre côté. Donc là, en multipliant par H3O+, de deux côtés, j'aurai H3O+ au carré est supérieur à KE. Donc j'obtiens ça. Et je fais du coup de deux côtés moins log pour faire apparaître moins le moment pH. Lorsque je fais log, puis après je multiplie par moins, il faut faire attention à changer le signe ici quand on multiplie par une quantité négative. Et pour cette raison, on passe à une valeur inférieure. Donc, moins log de H3O+, ça va me donner le pH qui sera inférieur à 1,5 de pKe. Donc pH inférieur à 14 sur 2, donc pH inférieur à 14, c'est la solution acide pour la température ambiante. Pour une solution donc, basique, donc, dans une solution basique, on sait que la quantité de l'hydroxyde est supérieure à celle de l'oxonium. Donc l'oxonium, sa concentration est inférieure à celle de l'hydroxyde, car toujours
on avait dit, une solution basique est caractérisée par la présence majoritaire des espèces hydroxydes. Donc, l'ion hydroxyde est très élevé par rapport à l'ion oxygène. Et ben, pareil, je dois faire apparaître mon KE. Donc, je multiplie par H3 au plus de deux côtés. Donc, j'aurai H3 au plus au carré inférieur à KE. Et ensuite, je passe l'étape en faisant moins log de deux côtés. Moins log, ça va me faire apparaître le pH. Et comme on avait multiplié par un moins, donc le change ici, on va changer de signe. Supérieur à 1,5 de carré. Donc là, on a pH supérieur à 7, donc c'est une solution basique. Donc voilà pourquoi, en fait, dans une solution acide, le pH est compris entre 0 et pKe sur 2, et pour une solution basique, entre pKe sur 2 et 14, à savoir que ce pKe il est égal à 14 à la température ambiante, donc de 25 degrés Celsius. Du coup, le pH neutre est égal à 7. Donc, comment c'est la théorie de Bronsted et les couples acido-basiques? Il faut savoir que Bronsted, c'est un chimiste danois qui a découvert et défini en fait les acides comme toute espèce qui est capable de libérer du proton, qui est capable de libérer un H+. Donc un acide, une espèce chimique qui est capable de donner, de libérer, de céder un proton H+. Mais une base, c'est toute espèce chimique qui va venir capturer, donc elle va venir capter, collecter ce proton H+, qui a été libéré par l'acide. Et du coup, on a le couple acido-basique qui va, dans l'un, transformer, donc il va y avoir un transfert de H+, donc l'acide va donner du H+, à la base, et la base va venir récupérer le H+. Donc pour ça, en fait, là, on a l'acide va donner à la base plus H+. Donc, généralement, si j'avais CH3COH, c'est un acide qui va donner CH3CO- plus H+. CH3CO-, c'est ce qu'on appelle la base conjuguée, qui est attribuée à CH3COH. Par exemple, on a un H4+, le NH4+, va donner à un H3 un H+. Pour cette raison, en fait, toujours le couple acido-basique, donc HA, c'est pour dire que c'est un acide car il est capable de libérer le H qu'il a, et le A-, c'est la base. Et la demi-équation qu'il y a lieu entre deux, HA va donner A- plus H+. Donc c'est H3COH, la base conjuguée, c'est sans le H, donc c'est H3CO-. H3COH va donner CH3CO- plus H+. Après, on peut dire qu'on a le couple certain pH plus B pour faire apparaître le H+, qui est capable de libérer, comme l'ion ammonium avec le NH3. Donc un H4+ est capable de libérer un H+, donc c'est un acide, et la base conjuguée, c'est un acide. Donc là, on a quelques couples d'acido-basiques, donc H3O+, H2O. Si le H3O+, joue le rôle d'un acide fort, le H2O ici joue le rôle d'une base. Dans le cas inverse, ici, on a H2O, HO-. Donc H2O, là, il joue le rôle d'un acide, et le HO- joue le rôle d'une base. D'accord? Toujours un couple acide-basique. Donc on commence par l'acide, puis après la base à côté. Donc dans une réaction d'acido-basique, donc comme j'ai dit, il va y avoir d'un côté une réaction, il va y avoir une libération d'électrons, donc on va libérer un électron, pardon, un H+. Donc HA, donc l'acide, va donner un H+. Et dans une autre réaction, on va avoir la base qui va venir collecter ce H+, pour donner un acide. Et du coup, lorsqu'on additionne les deux réactions d'oxydoréduction, on obtient une relation où il n'y a pas le H+. Donc on aura HA plus A2- est égal à 1- plus HA2. Là, on voit bien que les protons donc, qui ont été transférés de la première via l'oxydation et de la deuxième via la réduction, ils vont disparaître. Et du coup, dans la réaction d'oxydoréduction totale, on n'aura plus l'apparition de ces protons H+. Donc ça, c'est ce qui concerne les couples acido-basiques, la réaction qui a lieu, le transfert de protons, et du coup, comment on va former notre acide faible ou acide fort. Donc un acide fort, toujours, il est capable de faire une réaction totale. Donc il va réagir totalement avec de l'eau. Par exemple, là, on a HA, il va faire une réaction totale. C'est plus une réaction limitée. HA va réagir avec H2O pour donner 1- plus H3O+. Donc la base conjuguée, c'est A-.
HA, c'est l'acide. Donc, on a un acide fort ici. Pourquoi c'est un acide fort? Car il réagit totalement. Par contre, l'acide faible, il ne va pas réagir totalement. Il va y avoir une réaction partielle, donc c'est une réaction limitée. Donc, il n'y aura pas un réactif qui réagit totalement à la fin de la réaction. Il va y avoir toujours un de deux réactifs qui reste. Donc, toujours à prendre en compte que la même chose se passe au niveau de la base aussi, base faible et base forte. Généralement, la réaction acide fort, base forte, elle est caractérisée par l'équation H3O plus HO- va donner 2H2O. Donc, le pH d'une solution acide, pour le caractériser, il suffit de faire moins log la concentration de l'acide. Cette relation est vraie tant que la concentration de l'acide qu'il nous donne est compris entre 10-6 et 10-1. Pareil, pour déterminer le pH d'une base forte, si on a la concentration Cb, il suffit de faire pH égal à 14 plus log de Cb, donc la concentration de la solution basique. Donc, le mélange d'un acide fort avec une base forte va former une réaction totale. Donc, la réaction totale, elle est toujours écrite sous la forme de H3O plus OH- ou dans de H2O. Elle est totale, donc elle ne se pas dans les deux sens. Ce n'est pas une réaction équilibrée ou limitée. C'est à l'inverse de la réaction de l'autoprotolyse de l'eau. Donc, l'autoprotolyse de l'eau, on avait vu, qui était une réaction très, très limitée. On avait vu que 2H2O va donner H3O plus HO-, à partir duquel on avait déterminé notre produit ionique qui est le KE et la constante de donc, le produit ionique qui était la concentration de H3O plus fois la concentration de H- qui est égale à 10-14 à la température ambiante. Donc, le pH d'une solution d'acide fort de concentration Ca et pH est égal à moins log de C1. Le pH d'une solution de base forte, pH est égal à 14 plus log de Cb. Et pour une réaction totale entre un acide fort et base forte, on a toujours une réaction exothermique, donc elle va libérer de la chaleur et aller dans le sens inverse de l'autoprotolyse de l'eau. H3O plus OH- va nous donner 2H2O. Il faut savoir qu'on avait dit on va utiliser pour venir étalonner notre pH mètre des solutions tampons. Donc les solutions tampons, ce sont des solutions dont on connaît déjà leur pH et leur pH va varier très très peu en ajoutant de l'acide ou de la base ou en faisant de la dilution. Donc comme je dis, en fait, le pH d'une solution tampon va très très peu changer, voire même pas changer du tout. Donc, généralement, elle est constituée, les solutions tampons, des proportions voisines d'un acide faible ou de sa base conjuguée. Et pour cette raison, on a créé une variation très très faible du pH. Donc, comme je dis, en fait, les solutions tampons, on va les utiliser afin de déterminer ou d'étalonner notre pH neutre. Donc, la conduction d'une solution ionique, c'est la portion d'une solution ionique entre deux électrodes qui est un conducteur ohmique. Donc, comme tu sais, à partir de la loi d'Ohm, nous avons U est égal R fois I. Donc, si je veux remonter à ma résistance, la résistance sera le rapport de U sur I. Il faut savoir que la conductance, c'est l'inverse de cette résistance-là. Donc, G est égal à 1 sur R. La conductance, elle est exprimée en Siemens. Et comme c'est 1 sur R, donc en réalité, si tu veux, c'est O-1, mais c'est 1 sur R. Donc, au lieu de mettre U sur I, ça fait I sur U. Toujours la tension en volts, l'intensité en ampères. Donc ici, on va essayer de mesurer toujours à l'aide d'une cellule conductimétrique, donc, qui est constituée de deux plaques qui permettent le passage du courant, donc deux plaques conductrices, et qui sont généralement séparées par une distance L, et qui seront alimentées par un GBR, un générateur à basse fréquence de la tension. Donc on va mesurer la conductance. Pour mesurer du coup la conductance, il suffit juste de mesurer la tension et l'intensité qui traverse une solution donnée. Une fois que j'ai la tension et l'intensité, je peux remonter à ma conductance. Donc là, juste pour avoir une idée sur l'échelle du montage, donc j'ai le GBF, je mesure la tension, donc on met un circuit en dérivation, toujours le voltmètre est mis en dérivation, l'ampèremètre est mis en série,
pour mesurer l'intensité. Ici, nous avons l'électrolyte avec les deux plaques, notre deux électrodes, qui sont séparées comme des distances L. Donc voilà, une fois qu'on a mesuré la tension et l'intensité, on peut remonter à la conductance en faisant le rapport de I sur U. Il faut faire attention ici, par exemple, on a l'intensité en milliampères, à bien penser à convertir cela en ampères pour remonter à ma conductance en Siemens.